Salut les campeurs et oh les cœurs. Alors nous y voilà, après un JLPC spécial pour les 5 ans de l'émission, pas de JLPC spécial pour les 10 ans. Déjà parce que j'ai pas le temps, et aussi parce que j'ai pas franchement envie. Mais 10 ans d'absurdité totale sur les internets quand même. Je me fais vieux, ceci expliquant du coup ma fainéantise pourtant déjà présente depuis, bien plus de 10 ans en fait. Quoi qu'il en soit, fallait marquer le coup et j'ai donc un peu réfléchi à ce que je pourrais faire. Et la coïncidence était trop belle pour être évitée. En ce 30 juin 2019, je célèbre donc une décennie durant laquelle j'ai parlé ciné, tandis que Spider-Man 2 de Sam Raimi, selon sa sortie US, fête ses 15 ans. Et Spider-Man dans ma vie de cinéphile, c'est pas un élément anodin. Flashback! Nous sommes tout début septembre 2001 et après un examen de repêche parce que j'ai la classe dans ma scolarité, je récupère mon magazine cinéma qui contient un CD-ROM avec quelques bandes annonces à l'intérieur. J'ignore tout du contenu, sachez juste qu'il y a un certain Seigneur des Anneaux qui était présent, et ça non plus, ça n'est pas anodin dans ma vie de cinéphile. Bref, l'un des trailers se lance après un chargement d'à peu près 18 heures, si ma mémoire est bonne, et ce que je vois est saisissant. Des braqueurs entrent dans une banque, font ce qu'ils ont à faire, puis s'échappent en hélicoptère. Je suis emballé, ça me tente, mon attention est déjà captivée. Puis là, le truc qui change tout. D'un coup, l'hélico s'arrête net en plein ciel. Les braqueurs sont aussi confus que moi. La caméra recule et on découvre l'hélicoptère pris au piège dans une immense toile d'araignée entre les deux tours du World Trade Center. Je me dis, putain, c'est quoi ce délire? Quand d'un coup, le masque de Spider-Man apparaît à l'écran. Et là, en une trentaine de secondes où l'on voit Spidey voltiger, j'étais bouche bée, j'étais hors de moi. Non seulement ça avait de la gueule, mais surtout, putain, il y a un film Spider-Man qui va débarquer l'année prochaine au cinéma. J'étais comme un dingue. Spider-Man et moi, c'est une longue histoire, aussi longue qu'avec Batman et Superman pour tout dire, et ce grâce à leurs séries animées respectives. D'ailleurs, à ce jour, ces trois super-héros sont toujours mes trois préférés. Batman un cran devant, mais à cette époque, c'était Spidey malgré l'existence de films pour les deux autres. Du coup, voir l'araignée débarquer au cinéma, c'était proprement hallucinant. Bon, concernant le trailer, il sera très vite mis hors circuit après un gros mois d'exploitation dû aux attentats du 11 septembre. Mais ça, je m'en foutais, d'ailleurs je le savais même pas. J'attendais l'été prochain comme un malade. Bon, heureusement, entre-temps, une histoire d'anneau de pouvoir est venue bercer mon imaginaire, mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour est la trilogie de Sam Raimi, dont le premier film reste 17 ans plus tard le film que j'ai le plus vu en salle. 8 fois. En 2 mois de vacances scolaires donc. Et c'était tellement parfait qu'il fut mon premier DVD acheté que j'ai regardé tous les jours pendant 2 bonnes semaines. Parce que c'était extraordinaire. Je veux dire, le film a ses défauts et de bien gros, mais il transpire tellement la sincérité et surtout la maestra de Sam Raimi. Chaque séquence de voltige, 17 ans plus tard, reste un truc à te décrocher la mâchoire. D'ailleurs, ayant revu les films il n'y a pas si longtemps, je peux l'affirmer. En dehors de quelques effets spéciaux sur à peine 2 ou 3 séquences, on pourrait sortir ce premier Spider-Man aujourd'hui sans qu'on ne puisse dater sa fabrication. Bon ok, dans sa BO, ce genre de truc, oui d'accord, mais je parle de l'esthétique du film. Il a plus de gueule que beaucoup de films de super-héros plus récents. Alors, parce que on évite d'être trop malhonnête par ici, ouais, il y a des trucs pas folichons dans le film, et ils vieillissent mal, comme par exemple le costume du bouffon vert qui n'était déjà pas terrible à l'époque. Et le pire, c'est qu'il y a des images de test pour un masque animatronique qui se balade un peu partout sur internet, et qui est très proche du bouffon des comics. Et il est vraiment excellent, donc c'est d'autant plus incompréhensible qu'ils ont finalement opté pour ce qu'on a eu. L'autre truc, c'est qu'il donne l'impression d'être un film rempli de concessions. Raimi y met du sien à mort et ça se voit, mais il doit aussi remplir un cahier des charges pour faire plaisir au studio. La première heure du film est parfaitement équilibrée, mais après ça, l'action s'enchaîne. C'est pas grave, car encore une fois, c'est fait avec Maestra, mais c'est clair qu'on lui a demandé de faire un film de 2 heures maximum. Après, l'avantage, c'est qu'il utilise tout ça au mieux. On n'attend pas 30 minutes avant que Peter se fasse mordre par l'araignée, tout ça va super vite. Tous les passages obligés de l'origin story s'enchaînent et sont brillamment exécutés, tout en parvenant à donner corps au personnage. Du coup, même avec peu de temps de présence à l'écran, la relation entre Peter et son oncle Ben est une réussite qui rend la mort de ce dernier d'autant plus frappante. Et c'est un point crucial dans le développement de Peter par la suite. Et pas que pour ce film, pour Spider-Man tout court. C'est un peu finalement comme les parents de Bruce Wayne.
Le sens des responsabilités pour Peter Parker, ça ne lui est pas venu comme ça naturellement. Peter ressent le poids de sa culpabilité chaque jour, et ça dit tout du personnage. Lorsqu'à la toute fin du film, il obtient enfin un baiser de celle qu'il aime depuis toujours, et qu'il est obligé de la repousser, ça lui brise le cœur, au même titre que ça m'avait brisé le mien, mais il n'a pas le choix. Certains ont pu reprocher au Spider-Man de Tobey Maguire d'être moins fun ou que sais-je encore que son pendant comics, et c'est pour ça que certains préfèrent Andrew Garfield ou Tom Holland, alors même qu'ils trouvent que les films de Raimi sont meilleurs. Mais je suis pas d'accord, et ça tient dans ce que je disais juste avant. Tout ce que vous voyez au cinéma, ou même en comics depuis des décennies maintenant, ce ne sont jamais que des itérations différentes du personnage. Si vous voulez l'original, allez ouvrir les premiers comics de 62 par Stan Lee et Steve Ditko. Parce qu'après ça, tout auteur ayant mis la main sur le personnage l'a, un peu ou beaucoup, modifié. Et c'est ce qu'a fait Sam Raimi, et j'aime son Spider-Man. C'est un mec seul par choix, il fait ça pour protéger les autres, mais aussi parce que sa responsabilité en tant que Spider-Man l'y oblige, et qu'il le fait non seulement pour empêcher, du mieux qu'il peut en tout cas, que quiconque ne vive ce qu'il a vécu avec la mort de son oncle, mais justement par devoir de mémoire envers celui-ci. Encore et toujours ce poids de la culpabilité. On ressent la dualité du personnage et le fait qu'il soit un héros torturé, pas besoin de dialogue pour ça, et Maguire est le meilleur interprète du personnage à ce jour. Alors oui, il ne fait pas de blagues non-stop, mais c'est aussi une des forces de la trilogie. Elle ne repose pas sur de l'humour comme la quasi-totalité des blockbusters aujourd'hui. Humour rarement drôle d'ailleurs. Ici, ils ont préféré mettre en avant les caractéristiques humaines du personnage. Parker enchaîne les petits jobs entre ses études, il a un appart de merde, il est fatigué, il a pas de thunes, personne pour l'aider, son meilleur ami veut le voir mort, et au milieu de tout ça, il a encore le temps de s'inquiéter pour sa tante. J'aime ce Peter Parker parce que c'est un beau personnage. Peut-être simple, naïf, tout ce que vous voulez, mais la sincérité qui transparaît du personnage est superbe, et l'amour que lui porte Sam Raimi dégueule à l'écran. D'ailleurs, il y a des déclarations d'amour assez intéressantes dans ce film. Par exemple, c'est Bruce Campbell, éternel Ash Williams des Evil Dead, qui donne son nom à Spider-Man. Je trouve ça absolument magnifique quand on connaît son amitié avec Sam Raimi. Donc ouais, je l'ai vu 8 fois en salle ce premier volet, et 17 ans plus tard, toujours aucune lassitude. Bon, par contre, Spider-Man 2 qui fête donc ses 15 ans aujourd'hui, je ne l'ai vu que 2 fois en salle. Je sais, c'est la loose, mais la vie est une pute. Et c'était plus la même époque où maman donnait de l'argent de poche peinard sans que t'aies à bouger ton gros cul. Bref, s'il y avait 2 ou 3 petits effets spéciaux qui ont vieilli sur le premier Spider-Man, force est de constater que sa suite, elle, n'a pas pris une seule ride. Le film défonce tous les autres films de super-héros, que ce soit en termes de dramaturgie, d'action, de mise en scène, c'est une leçon à quasiment chaque plan. Ce film est complètement dingue. Et du coup, il n'y a plus aucun doute à avoir. Oui, le premier film était fait à partir de certaines concessions, mais ici, Raimi avait les mains libres pour faire ce qu'il voulait et comme il le voulait. Et ça se ressent à tellement de niveaux, c'est hallucinant. Par exemple, celui qui me semble le plus important, on est plus dans un film de personnage que dans un film d'action. C'est un drama avant tout. Il y a finalement assez peu d'action dans le film, et Raimi se permet même de mettre Spider-Man de côté pendant une demi-heure au milieu du film. Et le gars, tranquillement, malgré ça, il te fait passer les 2 heures comme rien. C'est d'une maestra, c'est maîtrisé, on voit plus ça aujourd'hui, ou alors rarement. Faut dire que Sam Raimi n'est pas un des 50 yes men qui bossent pour Marvel en ce moment. Le mec, avant ça, il avait déjà une filmographie de dingue. Regardez l'inventivité de la mise en scène de The Quick and the Dead pour vous en rendre compte. Je sais pas combien de duels il y a dans le film, au moins une dizaine, et absolument aucun n'est identique au précédent. Le mec place sa caméra là où personne d'autre n'aurait pensé le faire. Le film est sorti en 94 et est plus moderne que 90% des films qui sortent aujourd'hui. C'est pas de l'audace, c'est du génie. Et au-delà de son talent de metteur en scène, il y a aussi celui de raconteur d'histoire. Il a visité plusieurs genres, voyez, un plan simple ou Evil Dead 2 et Army of Darkness, pour constater l'étendue des talents du gars. D'ailleurs, ses débuts dans l'horreur, ils sont toujours présents par ce messie et là dans la trilogie. Sam Raimi joue avec ça, il s'éclate, mais surtout, il le fait merveilleusement bien. En bref, j'aimais Sam Raimi et j'aimais Spider-Man. Forcément, l'association des deux, elle fait des miracles. Tout ce que je disais tout à l'heure à propos de l'itération de Peter Parker version Raimi, c'est ce qui fait en grande partie la réussite du film. Il y a une naïveté presque enfantine par moments dans ce personnage. Il continue d'aimer Mary Jane en étant obligé de ne pas être avec elle, mais apprendre la poésie juste pour elle. C'est touchant. Sa relation avec Harry Osborn est évidemment une partie centrale du film. La scène où Harry bourré s'en prend à Peter est plus violente que Spider-Man affrontant Venom et Sandman dans le 3e film. Parce
Parce que c'est pas une scène d'action, c'est un drame humain, une gifle, c'est tout ce qui suffira. La détresse émotionnelle de ces deux personnages est sublimée par le jeu des acteurs. D'ailleurs, j'ai jamais trouvé James Franco intéressant en tant que tel, en dehors des Spider-Man, mais ici il est éblouissant, son obsession le consume et c'est parfaitement retranscrit à l'écran. D'ailleurs, tant que nous sommes là-dessus, revoyez la scène finale. Mary Jane va retrouver Peter, ils peuvent enfin s'aimer, mais Spider-Man doit passer à l'action. Une courte séquence où ça virevolte dans les airs, toujours sublime, et le film se termine sur Mary Jane et non Spidey. Et son regard est tétanisant. Le film se coupait 5 secondes plus tôt, on sortait de la salle le cœur léger et de l'envie de courir sur les murs en sautant par-dessus des barrières pour se prendre pour Spider-Man. Mais non, il y a ce plan final, le doute, la responsabilité. D'ailleurs, tant qu'on est sur Mary Jane, je vais en profiter pour pointer du doigt le seul problème du film à mon avis, c'est l'écriture du personnage. Bordel, qu'est-ce que je peux ne pas l'aimer? C'est limite gênant, je trouve le personnage un peu égoïste et pas mal auto-centré. Dire à Peter qu'après tant d'années, il n'est rien de plus qu'un fauteuil vide, quand elle sait pertinemment qu'il court dans tous les sens toute la journée, je sais pas, je trouve ça violent. Le problème vient peut-être de mon côté et de mon point de vue, parce que je trouve qu'on a la même problématique dans le troisième film, alors que je n'avais aucun souci avec elle dans le premier. J'essaie, mais à chaque vision, je la trouve de plus en plus antipathique, comme quand elle balance à Peter qu'elle est en couple, comme si c'était une sorte d'ultimatum. Mais dans ce cas, elle fait la connasse avec son Jules puisqu'elle est prête à le larguer dès que Peter lui fera signe. J'aime pas du tout cette écriture. D'ailleurs, c'est finalement ce qu'elle fera à la fin une fois qu'elle aura découvert que Peter est Spider-Man, expliquant de ce fait son rejet. Chouette fille. Mais niveau relationnel, c'est surtout auprès du docteur Otto Octavius qu'il faut se pencher. Le film prend un peu de temps pour l'introduire à Peter et installer une forme de respect entre les deux hommes. C'est excellent car de telle manière, Spider-Man ne peut pas affronter Doc Ock comme un vulgaire ennemi. Il y a une implication tout autre, c'est un de ses héros. Et le peu de temps qu'on passe à voir Otto et sa femme, encore une fois, ça permet de construire le personnage. Son sacrifice à la fin continue à ce titre de dépeindre un beau personnage bien écrit plutôt qu'un simple méchant à combattre. Et puisque je parlais de cinéma d'horreur plus tôt, l'arrivée de Dr Octopus en salle de chirurgie est absolument grandiose. C'est là qu'on voit que Sam Raimi aime vraiment ses personnages, car dans le troisième opus, on aura, dans un tout autre genre bien entendu, la même chose avec Sandman. C'est éblouissant. Mais bon, au milieu de tout ça, n'oublions pas qu'il s'agit ici d'un film de super-héros. Donc il doit y avoir de l'action. Et même là, Raimi écrase la concurrence. Le seul qui peut encore lui tenir vraiment tête, c'est Guillermo del Toro et c'est Hellboy. Le seul bémol pour le réalisateur mexicain, c'est que les budgets ne sont absolument pas les mêmes, donc il était tout de suite plus limité. N'empêche, quel maestra aussi de ce côté-là. Mais pour en revenir à Spider-Man 2, nom de Dieu, mais putain de merde, il n'y a même pas de mots pour décrire ça, c'est orgasmique. Chaque plan, chaque mouvement de caméra, tout est en parfaite symbiose pour offrir des séquences à la fois spectaculaires et d'une lisibilité comme rarement vue. Que ce soit sur de courtes séquences comme plusieurs ont égrené le film, ou bien les deux gros morceaux de bravoure que sont la banque et le train. Enfin, je dis banque et train, mais les deux vont bien au-delà de ça puisque ça bouge. Ce ne sont pas des séquences d'action développées dans un environnement. Les personnages sont constamment en mouvement, tout comme la caméra de Raimi qui donne l'impression de ne pas être lié aux lois de la gravité. Et alors là, je veux bien entendre qu'on puisse ne pas aimer le film pour X raisons, mais reconnaissez qu'en termes de mise en scène et de fluidité dans les mouvements de caméra, le film est au-delà du chef-d'œuvre. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu l'Extended Cut, ces deux séquences sont agrémentées de quelques plans franchement géniaux. Extended Cut que je recommande chaudement si vous voulez voir J. Jonah Jameson porter le costume de Spidey dans une séquence absolument hilarante. Son seul bémol à cette version longue est la scène de l'ascenseur lorsque Spider-Man commence à perdre ses pouvoirs. C'est une version alternative et pour le coup la version cinéma était mieux. Bref, au-delà du petit problème avec Mary Jane, qui n'est pas non plus un problème majeur qui pourrait vous gâcher le truc, ce film est et restera à jamais une claque absolue dans la gueule. C'est un chef-d'œuvre qui trône très haut dans la liste des meilleurs films de super-héros aux côtés du Superman de Richard Donner. Et ils ont en commun ceci. Ils ne sont pas d'excellents films de super-héros, ce sont d'excellents films, point final. Et puisqu'on parle de point final, celui de la trilogie, sorti quant à lui en 2007, le vilain petit canard non seulement de la franchise, mais des films de super-héros dans leur globalité. Oui, vous ne rêvez pas, les gens sont vraiment devenus profondément stupides, parce que s'il y a des ratés dans Spider-Man 3, et ils sont indéniables, les qualités du film ne peuvent pas être balayées d'un revers de la main. Et pour vous le prouver, je vais prendre une scène. Une seule. Bon, après, je parle du reste du film aussi, hein, mais un exemple qui explique le génie du film et de Sam Raimi. Oui, lui encore. La scène en question est celle du restaurant lorsque Peter est sous l'emprise du symbiote et se met à danser, interrompant Mary Jane sur le point de chanter. Je déteste cette scène.
Et en même temps, j'adore cette scène. Je m'explique. D'un point de vue narratif, c'est naze. La caractérisation de Peter lorsqu'il est en contact avec le symbiote fait partie de ce qui est le plus raté dans le film, et cette scène le prouve. Il devient trop super méchant et va donc rendre jalouse son ex. Oh boy. Mais j'adore cette scène parce que la mise en scène de Sam Raimi est complètement tarée. Je suis pas fan de comédie musicale, j'ai même ça en horreur pour tout dire, mais de temps à autre, il y a un film, ou tout du moins une séquence, qui me forcera à me contredire. Les films Happy Feet de George Miller par exemple. Et cette scène-ci également. C'est ça le cinéma en somme. À travers sa mise en scène, Sam Raimi me fait m'intéresser à quelque chose qui ne m'intéresse pas, et il va encore plus loin, car il me fait objectivement aimer quelque chose que je n'aime pas subjectivement. C'est fou. Et la force de Spider-Man 3 qui a pas mal de ratés, c'est ça. C'est que même l'élément le plus naze du film sera surélevé par sa mise en scène. Alors imaginez quand les bonnes choses ont droit au même traitement de réalisation. Et il y a plus de bonnes choses que de mauvaises dans le film. Prenez le premier affrontement entre Spidey et le nouveau bouffon. La lisibilité de la scène est ahurissante alors que les personnages ainsi que la caméra sont en constant mouvement. Et pourtant on comprend tout ce qui se passe à l'écran et ça va vite, très vite. Ce genre de séquence mérite d'être étudié. Et c'est la première. Le fraise du film ne démérite pas. Je parlais du réveil de Doc Ock pour le précédent film, ici c'est la naissance de Sandman qui est le cœur du film. Oui, la manière dont Flint Marko est introduit et est conduit à sa transformation est rapide. Il y avait trop de choses à mettre dans le film pour qu'il puisse prendre son temps. Il n'empêche qu'en un laps de temps très court, tout ce qu'on doit savoir du personnage nous est montré. Puis arrive le moment où Raimi va enfin se poser sur son personnage dans une scène d'une poésie rare qui fout limite la larme à l'œil. C'est là, c'est à ce moment-là qu'on voit ce qu'aurait dû être le film si Sam Raimi en avait gardé le contrôle et que rien ne lui avait été imposé. Il aurait fait un film dans la lignée du précédent, un film de personnages, et bordel, qu'est-ce que ça aurait été beau. Parce que Marko est un magnifique personnage qui, comme Doc Ock, avant lui, n'est pas juste le méchant de l'histoire. À la fin, Spider-Man le laisse partir, il lui pardonne ses actions passées parce que Marko est sincèrement désolé des erreurs qu'il a commises. La scène est magnifique, et celle qui suivra, à savoir la mort d'Harry, l'est d'autant plus. Le final du film est plus que réussi, il est très mélancolique. Et cette dernière scène entre les deux meilleurs amis montre ce qu'aurait pu être cette histoire si elle n'avait pas été mise en retrait pour donner de la place à Venom. Faut savoir une chose, Sam Raimi accepte et assume toutes les responsabilités quant aux erreurs du film. Il a admis en interview qu'il ne savait pas quoi faire de ses personnages, que ce soit Venom, un méchant qu'il n'aime pas particulièrement, ou bien Gwen Stacy. Sam Raimi, et c'est pour ça que je l'aime encore plus, parce que le mec a une classe absolue, ne tient personne pour responsable. Alors que le responsable, il a un nom, et ce nom est Avi Arad. C'est lui qui a voulu que Gwen Stacy débarque pour mettre du piment dans la relation Peter MJ. Grand ratage du film. C'est lui qui voulait Venom parce que c'était un méchant populaire. Impossible évidemment de savoir le pourquoi du comment, mais Sam Raimi a accepté tout ça. C'est peut-être là sa seule vraie responsabilité. Et il en a fait ce qu'il a pu. Sauf que pour le coup, ça ne venait pas du cœur et il n'y avait aucun désir de sa part. Ce qui pour moi n'a aucun sens dans cette histoire, c'est que compte tenu du succès public et critique des deux précédents films, Sony et Arad n'ont pas laissé Raimi tranquille pour qu'il fasse à nouveau marcher la recette magique. Parce que s'il voulait vraiment Venom, il pouvait le faire après. Que ce soit dans un reboot ou dans une suite sans Sam Raimi, Spider-Man ne lui appartient pas, et même sans Tobey Maguire, si Sony voulait faire un Spider-Man 4 sans eux, il pouvait. Il leur suffirait, et c'est ce qu'ils ont fait par la suite, de prendre un gars à qui on imposerait des règles et livrerait un produit, ni plus ni moins. Mais non, ils ont chié dans la colle. N'empêche, même sans passion autour d'une partie du projet, Sam Raimi parvient à en sortir de bonnes choses. Car si la caractérisation de Peter sous l'emprise du symbiote est loin d'être réussie, il en ressort par moments du bon. Son combat contre Harry, ou bien quand il tente de tuer Sandman, pensant d'ailleurs l'avoir fait, il est arrogant, fier. On se moque du côté émo de Peter, de sa petite mèche sur le côté et d'une séquence de danse dans la rue. Mais l'effet du symbiote est bien plus que ça. Faut-il encore vouloir le voir? Et je pense que beaucoup s'y refusent quand on lit l'opinion des gens pour qui le Marvel Cinematic Universe est le summum du cinéma. Bref, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette trilogie, comme par exemple la performance de J.K. Simmons, dont son Jameson semble tout droit sorti de la BD, mais cette chronique n'en finirait plus, puisqu'à chaque relecture, je réalise que j'ai oublié quelque chose et rajoute un petit paragraphe. Et c'est un argument en soi quant à la qualité de cette trilogie sur qui le temps n'a pas d'effet, car il y a dans Spider-Man un cœur comme on en voit trop rarement dans les blockbusters ces temps-ci, et le troisième opus marche comme une conclusion, une vraie. Il y a une touche mélancolique, mais le plan final est formidable, et comme Sam Raimi l'a toujours voulu, ce n'est pas un plan sur Spider-Man, une pose iconique, ou que sais-je. C'est à nouveau posé sur les personnages. Donc ouais, le film marche comme fin. Et 12 ans plus tard, si t'as pas encore fait la paix avec ça, on pourra plus t'aider.
Moi, ça fait longtemps que je l'ai accepté, mais la frustration est ailleurs. La frustration, c'est de savoir que Sam Raimi bossait sur un 4e opus avant d'être débarqué. C'est à ce moment-là qu'il a commencé, en interview, à reconnaître et assumer les problèmes du 3e film. Il avait promis que ça ne se reproduirait plus. C'était fou parce que déjà à l'époque, on connaissait le vrai responsable, mais non, il a été dégagé comme une merde. Et puis il y a ceux qui ont détesté son Spider-Man 3 et qui en sont ravis et crient gloire à Sony pour le reboot. Ce qui n'a absolument aucun sens puisque le reboot allait être tenu par les mêmes gens coupables de tout ce qu'ils ont détesté dans le film. Mais de toute façon, allez essayer de trouver une logique dans tout ça. Je veux dire, Sam Raimi pouvait faire son film, ils lui ont juste demandé de le bâcler. Raimi voulait le sortir en 2012, mais Sony imposait 2011. Se refusant de commettre 2 fois la même erreur, Raimi est parti et le reboot a été lancé pour sortir en... Attends quoi ? 2012 ?